Je suis pas journaliste, hein, clairement. Euh, Moi, ma légitimité, c'est celle d'un citoyen. Un citoyen qui s'est posé pas mal de questions lors de la crise de 2008. Ça a été une période qui, je pense, pour beaucoup de gens, a été assez anxiogène, parce que tout d'un coup, des problèmes qu'on n'imaginait pas se révélaient au niveau des banques. Et j'ai voulu comprendre en fait ce qu'il y avait derrière en fait cette crise des subprimes, euh, la véritable problématique que ça nous posait et en quoi ça nous concernait finalement. Et en tirant le fil petit à petit, je suis remonté jusqu'à la monnaie, parce que finalement tout ça est une histoire d'argent, de dette. Et en remontant jusqu'à la monnaie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que l'on ignorait, que l'écrasante majorité des gens ignorent sur la monnaie, et sur le système bancaire également, sur effectivement la question centrale, qui crée l'argent. Et ça m'a poussé en fait à commencer à rédiger une vidéo que je pensais être courte au départ. Et puis au fur et à mesure que je grattais sur le sujet, il y avait tellement de choses à dire que finalement j'en suis arrivé à faire un film de 2 heures sur ce sujet-là. Journaliste en tout cas, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un film comme ça ou que je diffuse de l'information que j'ai compilée. Donc c'est une forme de journalisme, oui, citoyen. Et c'est bon, c'est la première fois et c'est, j'espère, pas la dernière. Il y a tout un tas de sujets que j'aimerais traiter. Il y a des gens qui m'invitent aussi à traiter d'autres sujets. Donc voilà, c'est aux journalistes engagés, oui engagés parce que c'est quand même, je reporte pas des faits d'actualité, c'est plutôt de l'analyse, euh, pas de l'investigation parce que je vais pas forcément aux sources, mes sources c'est des bouquins, c'est des gens qui sont du domaine, qui ont fait des analyses, qui ont fait de l'histoire, euh, mais c'est engagé parce que effectivement derrière ça suppose et ça sous-tend quand même des réformes importantes dans le domaine monétaire. Et quelque part, je fais partie des défenseurs d'un certain nombre de changements dans le système financier mondial. Alors, défenseur à mon niveau, hein, bien entendu. Il y a des gens dont c'est vraiment le métier. Mais je dirais il y a la place pour des outils de communication qui permettent de vulgariser en fait et de faire comprendre à la grande majorité quelles sont vraiment les problématiques et les fonctionnements de base qui permettent de comprendre ces problématiques. Souvent le discours qu'on entend à la radio, sur BFM TV et autres, c'est un discours, si on veut, pour vraiment comprendre ce discours en profondeur, il faut déjà avoir un background important. Et c'était un peu la motivation quand j'ai fait ce film, c'est de donner les clés aux gens, de comprendre quand ils entendent banque centrale, taux d'intérêt, inflation, monétisation, actifs pourris, tous ces termes-là, banque de second rang, monnaie fiduciaire, quand ils entendent tous ces termes-là, qu'ils puissent savoir, enfin qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit, et se rappeler, se remémorer tous ces petits schémas que j'ai faits pour expliquer ces termes. La monnaie, c'est quelque chose qui est absolument pas traité dans les médias, et même dans les universités, dans les gens qui font de l'économie, il y a différents courants de pensée, et globalement, on voit que la monnaie n'est pas tellement traitée, quoi. C'est un peu comme une espèce de ressource dont on ne sait pas trop d'où elle viendrait, et
Et finalement, ils font pas trop le focus. Bien sûr, tout le système est quand même. Les gens qui étudient, les étudiants en économie, quand même, étudient tous ces mécanismes. Mais ils ont tendance à ne pas voir les mécanismes de la monnaie comme ayant une grande importance dans l'économie, en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que la crise de 2008 a bien prouvé que quand même les mécanismes monétaires et financiers ont une importance, ont une importance très élevée par rapport au fonctionnement de l'économie. Ben oui, disons que c'est surtout une école libérale qui domine. Et si vous voulez, cette pensée libérale euh, considère que c'est le marché qui est régulateur et que du coup tout est une question d'offre et de demande et que finalement la monnaie quelque part rentre dans ce cadre-là. La disponibilité des capitaux, la, la juste allocation des capitaux se ferait uniquement au travers du marché et du coup l'éclairage du système bancaire est pas tellement il n'y a pas un focus qui est fait sur le système bancaire ou sur les conséquences en fait qu'il y a dans la régulation de la finance parce que de toute manière quelque part il y a la main visible du marché qui de toute manière réalise un équilibre presque automatique. Enfin, il y a une espèce d'automaticité, une espèce presque de justice dans les équilibres du marché. Or, on se rend compte que bon, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. On voit bien que si on était vraiment dans un système libéral, on laisserait faire faillite les banques et puis il y aurait autre chose qui les remplacerait. Or, c'est pas du tout ce qui se passe parce qu'elles ont en fait, elles ont elles se sont accaparées en fait ce qui est un droit régalien de battre monnaie. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les banques privées qui battent monnaie. Et donc, du coup, toute l'économie est dépendante de ces acteurs-là. Euh, donc, on n'est pas du tout en fait, dans un système qui s'équilibre automatiquement par les jeux de l'offre ou de la demande, ou je dirais qui ne fait pas fonctionner au niveau du système bancaire la règle de une entreprise qui est mal gérée doit faire faillite et ses concurrents vont la remplacer. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On voit bien que les États, donc nous, sommes venus, les États sont venus à la rescousse des banques pour les sauver, quoi. Oui, il y a un certain nombre de lettres ou de magazines comme ça qui sont à diffusion, je dirais un peu à faible diffusion, qui traitent vraiment des sujets en profondeur. Euh, Est-ce que ça vient en remplacement? Bon, on peut toujours l'espérer, mais ça vient surtout en complément et ça permet d'avoir une vision approfondie de certains sujets pour des gens qui veulent, qui ont l'habitude en fait de lire, qui ont l'habitude de lire des bouquins, qui ont l'habitude pour lesquels un article de 10 pages ça fait pas peur. Voilà, ça leur permet d'avoir des sujets qui sont traités en profondeur, alors que la majorité des médias aujourd'hui, même de la presse écrite, bon, pas toutes hein, bien sûr, mais celle qu'on trouve dans les kiosques, elle fait bien souvent que effleurer les sujets. Du coup, là, il y a c'est un magazine qui va plus en profondeur. Euh, c'est des magazines aussi qui servent aux décideurs, enfin, je veux dire, qui sont lus par des gens qui sont en responsabilité à différents endroits et qui ont besoin de sources comme ça aussi un petit peu dissidentes ou je dirais pas forcément alignées pour se faire un avis un peu plus éclairé sur les enjeux. On peut aussi bon, on peut rentrer dans une critique plus frontale des médias mainstream qui est que l'essentiel des médias appartiennent en fait à des grands groupes de communication qui eux-mêmes appartiennent à des financiers, à des industriels. Il y a eu la presse écrite est beaucoup passée dans les mains en fait d'industriels et de financiers. Euh, Moi, j'invite les gens qui
qui aiment certaines sources à s'intéresser à leur capital, en fait, à savoir à qui appartiennent en fait les rédactions, enfin c'est les organes de presse, qui sont les véritables propriétaires des magazines qu'ils lisent. Parce que souvent ça nous indique quand même les lignes rouges qu'ils ne vont pas dépasser. Donc du coup là, sur un nouveau média ou sur un magazine comme ça qui a pour vocation d'aller au fond des sujets et en plus de sujets qui ne sont pas tellement traités dans les médias mainstream, pour moi c'est la cible parfaite pour traiter de la monnaie et dire des choses en fait qu'on n'entend jamais dans les médias et qui même ne sont pas tellement diffusées dans les universités. Sur les origines de la monnaie, la véritable fonction de la monnaie. On ne peut pas demander non plus aux médias de s'opposer, aux rédactions de s'opposer aux personnes dont elles dépendent. Enfin, je veux dire, là j'enfonce des portes ouvertes, mais à partir du moment où on a besoin d'annonceurs, il est difficile de faire un article qui attaque un annonceur et à côté d'avoir une pub pour cet annonceur. Donc, quelque part, cette indépendance, elle est très importante. Donc, on ne peut pas demander aux médias mainstream de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je veux dire, ce sont pour la plupart des relais pour la publicité, et donc ils ne peuvent pas remettre en cause tellement ceux qui les nourrissent. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une presse et de médias indépendants. Qui ont d'autres modèles économiques. Hein. C'est un peu l'idée de Mediapart, bien que Mediapart, bon, c'est vraiment des gens qui font partie du système qui l'ont fondé. C'est un petit peu ma critique. Donc ils ont aussi leur ligne rouge. Puis ils ont des relations particulières avec le monde politique qui fait que il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas dire. Et ils ont une crédibilité à défendre justement au niveau des décideurs, etc. Je préfère à la limite vraiment des médias qui sont totalement indépendants, qui n'ont de compte à rendre à personne et qui n'ont pas besoin d'avoir des sources qu'ils doivent protéger, parce qu'à partir du moment où ils doivent protéger des sources, eh ben, ils sont obligés de commencer à s'auto-censurer sur un certain nombre de sujets. Ils ne peuvent pas traiter tout et n'importe quoi parce que les sources ne veulent pas être mêlées à un certain nombre de sujets. C'est un petit peu, je dirais, peut-être la critique que je pourrais faire à Mediapart, mais ceci dit, Mediapart font quand même un excellent boulot sur beaucoup de sujets. C'est vrai qu'ils ont des informateurs ouais. costauds. Ils ont de sacrés informateurs et c'est ce qui fait quelque part leur ligne et ils ont leur pleine utilité dans le paysage médiatique. C'est une question intéressante. Bien sûr, moi, par mon milieu familial, c'est une question qu'on se pose souvent. Je veux dire, comment on fait bouger les choses ? Quel va être le processus qui va faire que voilà, on passe d'un petit groupe de gens qui sont extrêmement actifs, mais extrêmement minoritaires aussi. Comment ces petits groupes peuvent changer et faire évoluer la société en profondeur. Moi, je dirais qu'il y a trois grandes étapes. La première, c'est de démonter les mythes, en fait. Il y a un certain nombre de prisons mentales desquelles on a du mal à sortir, qui sont en fait des idées qui sont fausses, ou des mécanismes qui nous sont cachés, ou des historiques aussi qui ont été largement déformés dans la manière dont on les présente, et qui fait qu'on ne peut pas penser en dehors du cadre. Si on reprend un certain nombre de mythes ou de fausses idées, on est forcément dans le cadre. Et c'est pour ça que ma vidéo, en fait, je la repose sur... il y a deux grands piliers. Il y a le mythe de la monnaie. La monnaie qui sert à remplacer le troc, c'est un grand mythe pour deux raisons. Le troc n'a quasiment jamais existé. C'était le crédit mutuel, c'est-à-dire le fait de se faire crédit, de se prêter des choses, de se donner des choses, mais avec un différé, parce que le troc, c'est on échange à l'instant T de choses et puis on n'a pas besoin de compenser quoi que ce soit d'autre. L'échange est équilibré à l'instant T et puis on peut ne plus se voir du tout
durant toute notre vie, hein, entre deux personnes qui ont échangé. Ça, c'est un mythe total. Le mythe de la monnaie qui a été inventé pour remplacer le troc, c'est un mythe qui cache en fait la véritable raison de la monnaie, qui est le moyen de lever les impôts. C'est, comme dit Jean-Claude Werbrook, c'est la monnaie est la forme choisie par le souverain pour lever des impôts. Ce qui change complètement la perspective, parce que quand on aborde la monnaie d'une part sur son historique, c'est que pendant des milliers d'années, les gens se faisaient crédit et ils notaient les crédits qui se faisaient entre eux. Et puis ensuite, à un moment, il y a eu un pouvoir central qui a eu besoin de créer un instrument pour lever les impôts. Et c'est cet instrument que nous, on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la monnaie que l'on utilise aujourd'hui, c'est toujours cet instrument-là. Du coup, on change complètement la perspective et on peut commencer à penser en dehors du cadre. Parce que si on se dit la monnaie n'est là que pour faciliter les échanges, en fait, on n'est plus capable de la remettre en question en tant qu'instrument. Il faut pour pouvoir la remettre en question, il faut lui redonner sa raison d'être originelle, qui est la possibilité pour un souverain de monter des armées, de conquérir des territoires et de lever des impôts. Et c'est ça la véritable origine de la monnaie. Je veux dire, depuis que cette forme de monnaie étatique a été inventée, on a toujours eu des monnaies qui, sur une face, présentent l'effigie du pouvoir qui l'émet, et de l'autre côté, un chiffre qui représente le nombre, l'unité de compte en fait. Et ce chiffre, c'est le montant que cette pièce de monnaie permet de lever comme impôt. Et c'est ça la véritable origine de la monnaie. C'est pour ça qu'elle a été inventée. Ça, c'est un des premiers mythes, à mon avis, qu'il faut démonter. Et le deuxième grand mythe qu'il faut démonter, c'est celui de la démocratie. C'est-à-dire que l'élection, c'est pas la démocratie. Étienne Chouard en parle beaucoup mieux que je ne saurais faire, mais en tout cas, le suffrage universel, c'est, comme dit Étienne Chouard, c'est désigner des maîtres. C'est-à-dire que en fait, c'est pas parce que on va mettre un petit bulletin ou quelques petits bulletins pour désigner des personnes qui vont avoir la responsabilité de définir les lois, de mener l'exécutif ou le législatif, qu'on fait ça tous les 5 ans. C'est pas ça qu'on appelle démocratie. La démocratie, c'est soit une démocratie représentative, mais réellement représentative, c'est-à-dire que c'est pas une oligarchie, la classe politique qui représente une oligarchie qui a le pouvoir auquel on donne le pouvoir pour faire les lois et les appliquer. La véritable démocratie, c'est de véritables citoyens qui proviennent de la société civile, ou alors l'ensemble des citoyens qui décident de quelles lois on applique et de comment on les applique. C'est ça la démocratie, c'est absolument pas uniquement le suffrage universel. Donc elle peut être représentative, mais à ce moment-là, comme le dit Étienne Chouard, le tirage au sort permet d'avoir une assemblée des représentants qui sont véritablement représentatifs de ceux qu'ils représentent, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Donc pour moi, ce sont les deux mythes qu'il faut faire tomber avant de militer pour beaucoup d'autres choses, je dirais. Parce que ce sont deux mythes fondateurs qui nous empêchent, d'être libres. La monnaie, quelque part, c'est un moyen d'extorsion de richesse. C'est le moyen de créer en fait un espèce de camp de travail à ciel ouvert où les travailleurs ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves en fait de dominants en gros. Et l'instrument de ces dominants, c'est la monnaie. Donc avant c'était le souverain qui émettait sa propre monnaie et qui la diffusait, qui la donnait aux soldats. Les soldats en fait
payait les paysans, les artisans, etc. avec cette monnaie, et puis le souverain arrivait avec ses soldats et levait une partie de cette monnaie qu'il pouvait réutiliser pour acheter des choses. Donc finalement, si on fait le raccourci, le souverain achetait des choses avec la monnaie qu'il fabriquait lui-même, qui était acceptée parce qu'il y avait l'impôt et qu'il y avait des soldats qui faisaient respecter cet impôt. Aujourd'hui, les nouveaux souverains, c'est la finance, puisque ce droit de battre monnaie, en fait, a été transféré aux banques privées. Et aujourd'hui, le nouveau souverain, c'est la banque, c'est le système financier. L'État, il lui reste le droit de faire la loi, le droit de faire légion, c'est-à-dire de monter les armées, mais il n'a plus le droit de battre monnaie. Et ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que petit à petit, ce nouveau souverain qui est la banque cherche à obtenir les autres droits régaliens, c'est-à-dire établir une justice. Avec le TAFTA, par exemple, on se rend compte que ce sont les multinationales qui vont pouvoir, ou les financiers qui vont pouvoir établir leur justice. Les tribunaux comment ils appellent ça, je ne me rappelle plus du terme, mais les tribunaux qui vont trancher quand il y a un litige, quand une multinationale estime qu'elle perd de l'argent parce qu'il y a des lois dans tel État qui vont à l'encontre de leurs intérêts, qui ne leur permettent pas de faire du business comme ils voudraient, ces tribunaux sont des tribunaux privés. Et quelque part, on se rend compte donc qu'ils essaient ce nouveau souverain essaie d'obtenir les autres droits régaliens. Parmi les autres droits régaliens, il y a l'armée. On a de plus en plus d'armées privées, de sociétés de mercenariat, finalement, qui font le boulot. En Ukraine, on sait qu'il y a des informations qui ont circulé, comme quoi, voilà, Academy, ex-Blackwater, qui est une société privée, est présente en Ukraine et encadre quelque part les militaires ukrainiens contre donc la rébellion de l'Est. Bon, si on ne se méfie pas, petit à petit, l'ensemble des droits régaliens seront transférés dans le privé. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'à partir du moment où tous les droits régaliens sont dans le privé, à quoi ça sert de voter ? Je veux dire, ça ne sert plus, déjà on se rend bien compte que ça ne sert plus à grand chose parce qu'il y a une collusion extrêmement forte entre les financiers et les politiques, mais alors demain, si on continue dans cette voie-là, l'armée sera privée, la justice sera privée, bon, quand on privatise ces choses-là, on sait ce que ça donne, c'est que ça ne va toujours que dans le sens de ceux qui possèdent en fait les entreprises qui assurent ces services. Donc il faut vraiment démonter ces deux mythes de la monnaie qui sert uniquement à remplacer le troc, ce qui est faux, de l'État qui crée l'argent parce que c'est faux, aujourd'hui ce sont des intérêts privés, et aussi que, plus techniquement, que les dépôts font les crédits, c'est-à-dire que les banques elles n'ont pas besoin d'accumuler des dépôts, d'accumuler de l'argent pour pouvoir faire des crédits. Et tout ça forme un ensemble de fausses idées qui empêchent de penser en fait le système. Et bon, sur la démocratie, pareil, l'élection n'est pas la démocratie, et le fait qu'on pense que l'élection est la démocratie, ça nous empêche de penser hors du cadre et d'avoir une vision objective sur le système. Donc ça, c'est d'abord démontrer les mythes, puis ensuite, une fois qu'on aura démonté ces mythes, il faut concevoir des alternatives. Parce que une révolution, ça ne sert à rien de sortir dans la rue pour demander à l'équipe de gouvernants de s'en aller. C'est Badiou qui disait ça, une révolution ne sert à rien si elle ne fait que s'opposer à l'ordre établi. Même une révolution, j'ai presque envie de dire que ça ne sert pas à grand chose. Enfin, ça a servi bien sûr, mais il faut qu'elle soit surtout porteuse d'une alternative. On peut se permettre de faire une révolution à partir du moment où on veut remplacer les systèmes par autre chose. Mais s'il s'agit juste de dire qu'il faut que les personnes qui sont au pouvoir s'en aillent, ou que s'il s'agit juste de déstructurer les institutions telles qu'elles sont, ça ne marchera pas.
Parce que quelque part, ce qu'attend le pouvoir, c'est justement de la violence. Le pouvoir attend de la violence pour pouvoir justifier une répression, alors que si on invente des alternatives et qu'on fait en sorte de les mettre en œuvre, à ce moment-là, on se passe du système. Et là, c'est autre chose. C'est qu'on est en train de remplacer le système. Et ça se fait d'une manière tout à fait pacifique. Il n'y a pas besoin de faire des révolutions. Donc, pour moi, il faut vraiment arriver à créer des consensus dans la conception de ces alternatives, parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui proposent des choses, mais ça part un peu dans tous les sens, et il est difficile de créer des consensus, même si sur certains constats, il y a des consensus, même s'il y a certains leaders d'opinion qui arrivent à créer des mouvements assez puissants autour de certains consensus. Il faut, je veux dire, les banquiers, les financiers, les gens qui gèrent des capitaux, le consensus, il est tout trouvé. Je veux dire, il est naturel chez eux. Donc c'est pour ça, ils sont très puissants, puisqu'ils ont leurs objectifs, ils ont des convergences d'intérêts qui sont inhérentes à leurs activités. Par contre, les gens qui inventent des alternatives, qui cherchent à réinventer la société, eux, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il y a un gros travail de conception des alternatives à faire. Et je pense qu'ensuite, il faut arriver à mettre les gens en mouvement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont éventuellement une demi-heure, une heure, une journée, une demi-journée à consacrer à des actions concrètes. Il y a énormément de gens qui sont sensibilisés par des causes, par des objectifs, par des réformes, par des projets, qui sont sensibilisés et qui se disent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait. Et il y a une grosse demande en fait d'actions concrètes pour matérialiser justement ces alternatives. Et je pense qu'il va falloir trouver les moyens de permettre aux gens, à leur petit niveau, là où ils en sont, dans leur quotidien, ou de temps en temps, de faire des choses qui contribuent justement à promouvoir ces alternatives ou concrètement à les mettre en œuvre. Et je travaille actuellement sur un réseau social qui aura cet objectif, de permettre à des leaders d'opinion de proposer des petites actions à des gens où qu'ils soient, pour commencer à construire des alternatives ou défendre des alternatives ou militer pour des causes ou faire connaître en fait des problématiques. Donc je pense on ne pourra pas changer la société sans que quelque part la société évolue elle en profondeur et dans sa masse quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut il y a 3 étapes: démonter les mythes, concevoir des alternatives et mettre en mouvement en fait la société pour qu'elle incarne ces alternatives. Et tu ne penses pas que c'est déjà un peu le cas? Qu'il y a déjà aussi, il y a des mouvements, même si c'est un peu chaotique, mais qu'il y a quand même par exemple, ce qu'il a fait ton père, tout ça, au fil des années. Oui. Il y a des mouvements comme ça qui. Oui, tout à fait. Les colibris, pas, par exemple, c'est effectivement la promotion de ce qui se fait très concrètement. Et je suis complètement, je suis pour. Je suis pour, évidemment. Est-ce que ça suffira? Je suis pas certain. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que les choses soient beaucoup plus simples. C'est-à-dire que il faut que en 5 minutes on puisse s'inscrire sur un site qui nous propose tout de suite là où on est, de faire quelque chose d'utile, d'alternatif, de militant. Je pense que la simplicité, c'est la clé qui va permettre en fait au plus grand nombre de se mettre en mouvement, de faire des actions, et que ces petites actions, je veux dire, ce qui fait peur à l'oligarchie, à l'élite d'une manière générale, c'est que les gens justement commencent à penser différemment et pire, à agir différemment. Alors penser, on voit bien qu'ils luttent contre les pensées alternatives ou trop alternatives ou quelque part ce qui est un peu dissident ou subversif. Mais si les gens commencent à faire des actes qui sont par eux-mêmes militants et subversifs, là je pense que ça peut vraiment avoir un impact important. Donc bon, c'est en réflexion, c'est en développement, je réfléchis à ça et c'est probablement dans cette direction que je vais agir prochainement.
En effet, on voit se déchaîner, je dirais, des canaux d'information qui sont très alignés et qui essaient de décrédibiliser des mouvements qui sont citoyens, assez peu organisés pour le moment, qu'il est facile de critiquer, mais à la limite, c'est pas tant la critique du fond qui est réalisée, mais c'est des formes d'amalgame. Le but, c'est de décrédibiliser et de coller une étiquette négative à ces mouvements. Moi, je trouve qu'il faut refuser à tout prix le principe d'amalgame. On le voit souvent dans les médias, on le voit souvent mis en œuvre, ce procès d'amalgame. Il s'agit en fait pour interdire un sujet, beaucoup de journalistes, pour interdire un sujet, il y a beaucoup de journalistes qui utilisent un procédé d'amalgame qui consiste à coller une problématique morale sur un sujet, confondre un problème moral avec un sujet qui est défendu par quelqu'un, de sorte à ce que aborder ce sujet pose un problème moral. Par exemple, j'avais commencé à écrire un papier là-dessus. Par exemple, l'Union européenne, c'est la coopération des peuples. Bon, très bien. Donc c'est la paix. Ça, tout le monde en convient. Donc si vous critiquez l'Union européenne, vous êtes nationaliste et pour la guerre. Or, c'est absolument faux, je veux dire. Mais souvent, il y a ce procédé d'amalgame, justement, fait en sorte qu'on le pense. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un procédé qui est vraiment classique. Même si on défend que l'Union européenne est non démocratique, que le Parlement européen n'a pas de pouvoir, que la Commission est non élue, tout ça, non, peu importe. Puisque l'Union européenne, c'est la paix entre les peuples, c'est la coopération entre les peuples, si vous critiquez l'Union européenne, vous êtes un nationaliste, et donc vous êtes pour la guerre, le conflit entre les peuples. Et des procédés comme ça, on en trouve plein. L'euro, c'est la monnaie des peuples européens. Donc si vous critiquez l'euro, vous êtes contre les peuples européens. Je vois pas, il n'y a pas de rapport. Autre exemple, les OGM et l'agriculture intensive nourrissent aujourd'hui les populations. C'est une réalité. L'essentiel de la nourriture est faite par l'agriculture industrielle. Donc si vous critiquez les OGM et l'agriculture intensive, vous êtes pour affamer les peuples. Je l'ai entendu, ça. Je l'ai réellement entendu. Alors que bon, donc du coup, ce procédé, il interdit toute critique de l'agriculture intensive. C'est un procédé vraiment de retournement des situations. L'élection est un processus démocratique. Donc si vous êtes contre un régime représentatif basé sur l'élection, vous êtes contre la démocratie, dont un dictateur en puissance, un fasciste. Aujourd'hui, j'ai vu un papier traitant justement de la polémique autour de Chouard récente, où effectivement il y a quelqu'un du M6R qui dit que le tirage au sort c'est du fascisme. C'est complètement déconnant, comme dirait Chouard. Voilà. Par exemple, la xénophobie, c'est le rejet des étrangers, c'est la peur des étrangers. Ça, tout le monde en convient. Donc si vous êtes contre l'immigration, vous êtes xénophobe. C'est absolument faux. Et je veux dire, il y a tout un tas de raisons qui permettent d'être contre l'immigration ou d'être pour une régulation de l'immigration. Enfin voilà. Alors le grand sujet, bien sûr, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le rejet des juifs. Oui, d'accord, c'est la haine du juif, etc. Israël est l'État qu'a conquis et où vivent de nombreux juifs. C'est le sionisme. Donc si vous critiquez Israël, que vous êtes contre le sionisme, vous êtes antisémite et donc un nazi, un fasciste, enfin, on déroule en général toute la panoplie derrière. Bon, c'est faux. Il y a beaucoup de juifs qui sont antisionistes. Donc il n'y a aucun lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et ce procédé d'amalgame, aujourd'hui, c'est vraiment
on le voit dans les médias, c'est la première. Je veux dire, c'est vraiment le premier procédé qu'il faut arriver à démonter, et il faut toujours avoir ce processus-là, se dire ah, là il y a quand même il y a quelqu'un qui essaie de lier un problème moral à une question d'ordre démocratique, d'ordre enfin de justice, ou pour la défense de l'environnement, etc. Et puis il essaie de mettre quelque chose de moral là-dessus. Est-ce que c'est juste? Donc on a toujours ce système triangulé, bourreau, victime, sauveur. Par exemple, il y a Lucien Cerise, dont j'aime bien les écrits, qui parle très bien de ça, qui parle du hacking des cerveaux, en fait. C'est un moyen de hacker le cerveau, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'aborder un sujet en se disant ce sujet-là c'est impossible, on peut pas l'aborder. Et voilà, c'est vraiment un hacking des cerveaux. Je pense que démonter ces principes d'amalgame, ces retournements de situation où finalement ceux qu'on critique deviennent des victimes, celui qui fait de la critique, de celui qui est critique un bourreau, devient le sauveur. Bon, ces systèmes triangulés, il faut les analyser, il faut les démonter. Et il faut apprendre aux gens à les repérer et qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. Parce que sinon, c'est vrai qu'on se retrouve rapidement désarmé face à ça. Parce que c'est vrai que c'est très vicieux comme manière de retourner les situations. Après, comment s'en défendre? Bon, bah, il faut développer des médias alternatifs, il faut inviter les gens à éteindre leur télé. Il y avait une image qui circulait sur internet, la télé, regarder la télé, ça n'a aucune conséquence, c'est pas dangereux du tout, tant qu'elle reste éteinte. Et c'est assez vrai, en fait. La télé, c'est vraiment un outil pyramidal qui permet de faire. Il y a des gens qui maîtrisent l'information, qui la font descendre au travers de la télé, et quelque part, contrairement à internet où on peut dire on n'est pas d'accord, où on peut mettre des commentaires, là c'est à sens unique. Et on prend, on mange ou on mange pas. Mais du coup, moi je suis pour qu'on mange pas ce qui se dit à la télé, et que du coup on soit amené à une réflexion aussi personnelle, et amené à débattre sur les forums, parce que ça éveille, ça nous crée une conscience politique. Voilà, c'est tout ça. Mais je pense que l'Internet fait correctement le boulot aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut défendre. Il faut défendre la neutralité du net. C'est quelque chose de très important. Faut lutter contre les systèmes de censure ou de. Ce ne sera pas directement de censure qu'imaginent les élites aujourd'hui pour lutter contre l'information alternative. C'est plus de taguer dans les moteurs de recherche ou de taguer les articles en disant ceci n'est pas conforme à la pensée dominante en réalité. Mais cet article relève de la catégorie conspirationniste. Voilà, ou théorie du complot, ou utopique. Enfin voilà, c'est ça qui nous prépare en fait. C'est une qualification des articles, parce qu'ils se rendent bien compte que faire une censure directement, ça sera difficile, même s'il y a des lois antiterroristes qui sont des portes ouvertes justement à la censure. Ce sera quand même différent. Et puis les moteurs de recherche, voilà, il faut arriver à les moteurs de recherche ne voudront pas commencer à réaliser de la censure brutale. Par contre, qualifier un peu l'information qu'on peut trouver au travers des moteurs de recherche, ça c'est tout à fait possible. Donc il y a un projet, je sais qu'il y a un projet européen où ils commencent à bosser sur de la techno qui permet effectivement de rajouter des tags, de rajouter des indicateurs pour dire cet article-là, attention, ou je sais pas, qui vont vous dire automatiquement c'est un article d'Étienne Chouard. Oui, Étienne Chouard qui a des liens avec Soral, alors que bon, voilà, il a aucun lien avec Soral. Et bon, donc il y a une manière justement là aussi de réaliser des amalgames, hein, ce principe d'amalgame, quelque part il y a des instances qui voudraient bien
le généraliser à l'ensemble de l'Internet. Et ça, il faut aller contre, quoi. Donc la neutralité du net pour que tout le monde ait un même accès au net. Quand il y aura des systèmes effectivement de censure ou qui qualifient en fait les articles, il faudra lutter contre. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, heureusement l'internet c'est une jungle. Donc dans une jungle, c'est difficile de tout réglementer, et en même temps, c'est difficile de s'y retrouver. Donc voilà, il y a des choses à faire pour lutter contre ces calomnies.